note une nette amélioration dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Des progrès salués par le Premier ministre. C'était ce matin lors de la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes à la primature. Le général de division Abdoulaye Maïga a par ailleurs invité les services de sécurité à lutter contre les réseaux parallèles. Face à la cabale médiatique contre notre pays, la population de Tombouctou invite les Maliens à faire bloc derrière les autorités de transition pour mettre à nu le complot de certaines puissances étrangères. Najim Baba Sissi est allé à la rencontre de certains témoins de la crise sécuritaire de 2012, pendant laquelle la même cabale avait été orchestrée. C'est parti pour la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'édition 2025 est placée sous les thèmes l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles au Mali. Dans la chronique judiciaire, Garibou Pérou nous amène à la découverte de la chambre civile de la Cour suprême. Il s'agit d'un organe essentiel dans le traitement des litiges civils au plus haut niveau de juridiction. Quel est son rôle et sa portée juridique? Rendez-vous en fin d'édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h. Je vous le disais, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général des divisions Abdoulaye Maïga, a présidé ce matin la réunion ordinaire du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La réunion a salué les progrès obtenus ces derniers jours dans l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Le chef du gouvernement s'est réjoui de la mise en œuvre du protocole d'accord signé entre le gouvernement, le groupement malien des professionnels du pétrole et le groupement professionnel des pétroliers. Le Premier ministre a par ailleurs invité les services de sécurité à lutter contre les réseaux parallèles. Reportage Mamari Kone et Aliou Touri. Quelques jours après la visite du Premier ministre au bureau des pétroles de la Direction générale des douanes et à l'Office malien des produits pétroliers OMAP, on s'achemine vers la normalisation de la fourniture en carburant des populations. Pour en arriver là, il a fallu signer un protocole d'accord entre le gouvernement et les opérateurs pétroliers, notamment le groupement malien des professionnels du pétrole GMPP et le groupement professionnel des pétroliers GPP. L'initiative a permis de réduire significativement les délais de dédouanement. Au cours de cette réunion, le bilan de la semaine écoulée a été présenté en termes d'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, mais aussi et surtout en termes de l'évolution de la gestion de la crise des hydrocarbures que connaît notre pays depuis quelque temps. Le constat a été fait par le Premier ministre chef du gouvernement que le protocole d'accord a été signé entre le gouvernement et les importateurs, à savoir le GMPP et le GPP le vendredi 21 novembre 2025, toute chose qui a permis donc de ramener le délai d'attente, n'est-ce pas, des citernes au niveau du bureau de pétrole du Mali à 24 heures. Le Premier ministre a pris acte, ainsi que l'ensemble des membres du comité de gestion, de la signature de ce protocole et de son impact positif qui commence à se faire sentir. Au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, le premier chef du gouvernement a présenté les sincères remerciements à l'ensemble des importateurs et à leurs collaborateurs et leur a exprimé toute la gratitude et la reconnaissance du gouvernement du Mali pour avoir accepté de signer ce protocole-là et pour avoir s'engagé auprès du gouvernement pour que nous puissions très rapidement aller vers la gestion des crises des hydrocarbures. Le deuxième point qui a été largement discuté, c'est toutes les questions liées à la fraude, au détournement et à la rétention des stocks. Et à ce niveau, le Premier ministre a invité l'ensemble des services impliqués dans la gestion-là de faire preuve de fermeté par rapport aujourd'hui à toutes ces pratiques que l'on observe et qui ne sont pas de nature à améliorer une sortie rapide de la crise des hydrocarbures que nous connaissons. Et enfin, le dernier point qui a été largement évoqué, c'est toutes les questions liées aux dispositions urgentes à prendre pour assurer l'approvisionnement dans les meilleurs délais des régions qui sont dans une situation critique par rapport à leur approvisionnement en hydrocarbures. Il s'agit de Mopti, il s'agit de San, il s'agit de Koutiala, de Nara et de Djoula. Donc toutes les dispositions seront prises dans les meilleurs délais pour assurer l'approvisionnement de ces régions en hydrocarbures de façon à permettre aussi le retour progressif à la normale. Des différentes interventions, le retient qu'environ 250 camions-citernes ont été réceptionnés à l'espace de 72 heures. En ce qui concerne l'approvisionnement correct des marchés en denrées de première nécessité, pas d'inquiétude.
Le ministre des Transports et des Infrastructures a fait le compte-rendu de sa récente mission au Sénégal en vue de l'acheminement des produits en souffrance au port de Dakar. Ces derniers temps, les corridors ont fait l'objet d'attaques barbares, ce qui a fait que les flux auxquels les marchandises arrivent au port de Dakar ne suivaient pas les flux d'évacuation de ces marchandises. Donc, ce qui a entraîné une congestion au niveau du port autonome de Dakar et les plateformes privées vers lesquelles les ports autonomes de Dakar étaient obligés de transférer les cargaisons maliennes. Donc, quand on a rencontré les gestionnaires des terminaux, les autorités portières et tous les acteurs qui interviennent sur la ligne d'approvisionnement, les frères sénégalais nous ont fait une concession. C'est-à-dire ils ont pris une décision où tout ce qu'il y avait comme surcoût sur nos marchandises puisse être annulé. Et avec ça, les marchandises vont être acheminées au Mali avec des coûts normaux. Et des coûts normaux vont permettre l'accessibilité facile des Maliens à des coûts normaux aussi, c'est-à-dire à des moindres coûts. Le Premier ministre chef du gouvernement a félicité les membres du comité et les opérateurs pétroliers pour la mise en œuvre diligente du protocole d'accord relatif au dédouanement en 24 heures des camions citernes. Et nous restons dans l'agenda du Premier ministre. Le général de division Abdoulaye Maïga a également présidé une réunion du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration. Le comité technique des experts chargés de la digitalisation de l'administration a présenté les termes de référence d'une étude sur l'état des lieux de la digitalisation dans notre pays. Une nouvelle plateforme a été également présentée à l'assistance. Il s'agit du certificat d'origine. Cet outil devrait aider les exportateurs à remplir les formalités dans des délais courts. Nous retrouvons Mamari Kone et Aliou Touri. La digitalisation de l'administration se poursuit. L'Agence pour la promotion des exportations au Mali, Apex Mali, vient de mettre une nouvelle plateforme à la disposition des exportateurs. Il s'agit du certificat d'origine, un document qui atteste que les produits exportés sont produits dans un pays particulier. C'est une plateforme qu'on a élaborée et pour la célérité dans le traitement des certificats d'origine au niveau de l'APEX, vers les destinations qui offrent des préférences. Donc cela va permettre aux opérateurs économiques maliens dans le domaine de l'exportation de pouvoir lever leurs certificats d'origine sur une plateforme qui est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et au même coût. Donc du coup, pour l'administration, c'est aussi la sécurisation des recettes via le paiement mobile et puis la traçabilité. Et puis ça donne accès aux statistiques en temps réel vers les pays de destination, les produits d'exportation, et ça va améliorer la transparence au niveau de l'administration et permettre à nos plus hautes autorités d'avoir une vue d'ensemble sur les données et faciliter aussi la prise de décision sur les éléments pour l'exportation. Les membres du comité de pilotage de la digitalisation de l'administration ont eu droit à une présentation des termes de référence d'une étude des experts chargés de la digitalisation de l'administration. Nous avons effectué déjà pas mal d'activités de planification et nous avons présenté dans les détails ce que nous souhaitons faire en ce moment au niveau du diagnostic, l'état des lieux approfondi. Donc c'est déjà commencé avec certains aspects, plateformes logicielles et données. Ça fait à peu près une vingtaine de plateformes que nous avons déjà passées en revue qui tournent au niveau de notre administration. Nous voulons nous intéresser à bien d'autres aspects assez importants qui sont parfois négligés, tels que les aspects liés à la sécurité. C'est très important de s'intéresser à la façon dont les données sont stockées, les données sont sécurisées, puisque nous sommes actuellement dans l'actualité des cyberattaques, etc., où nos systèmes sont vulnérables. Donc on veut mettre un accent particulier sur la sécurité des données et le capital humain également. Les ressources humaines dont nous disposons, est-ce qu'elles ont tout ce qu'il faut pour pouvoir accompagner la transformation digitale? Est-ce qu'il y a des structures qui manquent de compétences au niveau numérique
pour pouvoir planifier les renforcements de capacité, les aspects réglementaires également. Le Premier ministre a félicité le ministère de l'Industrie et du Commerce à travers l'APEX pour avoir initié cette solution qui contribue à la digitalisation de notre administration. La commission Affaires sociales et santé du Conseil économique, social, environnemental et culturel a effectué ce matin une visite de terrain à l'hôpital Gabriel Touré. La commission a eu des échanges avec l'administration sur les conditions de travail du personnel soignant et recensé les besoins de l'établissement. Aliou Abdoulaye Touré était de la visite. Cette visite de la commission Affaires sociales et santé du Conseil économique et social a d'abord concerné le service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré. Ce service des urgences reçoit en moyenne 70 patients par jour, soit entre 20 000 et 25 000 patients par an, selon le chef du département. Après les urgences, le service de pédiatrie a accueilli la visite de la commission. Le service de pédiatrie reçoit environ 20 000 consultations chaque année, tandis que les hospitalisations avoisinent 4 000 patients par an. À l'issue de la visite, le président de la commission Affaires sociales et santé du Conseil économique et social a souligné l'importance stratégique de l'hôpital Gabriel Touré. Nos observations par rapport au service d'urgence, par rapport au nombre de lits disponibles, il y a urgence. La capacité d'accueil est largement faible par rapport au nombre de patients qu'il accueille. Il faut songer à l'extension pour accueillir plus de malades. On a visité aussi le service de pédiatrique d'insuffisance de lits. Le personnel aussi, d'insuffisance de personnel, d'insuffisance de matériel. Beaucoup de services ont été innovés. Le lieu de féliciter l'équipe du professeur Diop. Nous accueillons bien cette visite, c'est leur rôle et aussi de comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, quelles sont les préoccupations et quelles sont les perspectives. Et nous avons eu beaucoup d'échanges avec les conseillers et surtout le président de la commission. Et nous avons aussi des propositions et nous pensons qu'une bonne chose va sortir de cette visite. La commission santé du Conseil économique et social a réaffirmé son engagement à porter des recommandations fortes auprès des autorités compétentes. Lancement ce mardi des activités de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles, organisée par le département de la femme, de l'enfant et de la famille et ses partenaires. L'initiative vise à informer et à sensibiliser l'opinion nationale sur les conséquences des violences basées sur le genre. L'édition 2025 de la campagne est placée sous les thèmes l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et des filles au Mali. Reportage Sogona Kamisoko. L'on ne cessera jamais de le rappeler, le Mali a ratifié plusieurs conventions internationales relatives à la protection des femmes et des filles. Malgré ces engagements internationaux, les femmes et les jeunes filles continuent de subir des violences basées sur le genre. Selon l'enquête démographique et de santé 6 de 2018, au moins 45% des femmes de 15 à 49 ans ont subi des actes de violence physique ou sexuelle. C'est pour inverser cette tendance que se tient la présente journée qui marque le lancement des activités de la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. En lien avec les préoccupations mondiales sur les violences numériques, le Mali a retenu le thème suivant: l'utilisation responsable des réseaux sociaux, gage de protection, de promotion et de préservation des valeurs culturelles des femmes et filles au Mali. L'objectif visé est d'amener les autorités politiques, administratives, religieuses et traditionnelles, ainsi que les populations à prendre conscience des violences numériques afin de prévenir et d'apporter des réponses adéquates à toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. L'initiative des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles vise non seulement à faire l'état des lieux, mais aussi à faire un vibrant plaidoyer auprès des décideurs. Les violences en ligne réduisent au silence, isolent et fragilisent les femmes, limitent leur participation à la vie publique, ainsi que leur accès aux opportunités sociales, éducatives, économiques et politiques. Face à ces réalités, chaque acteur a une responsabilité essentielle.
Les pouvoirs publics doivent adapter les cadres juridiques et renforcer la protection. Les entreprises technologiques ont le devoir de garantir des plateformes sûres et transparentes. La société civile doit poursuivre ses efforts de sensibilisation, de mobilisation et de soutien aux victimes. La cérémonie de lancement a été marquée par l'interprétation d'un sketch sur les violences basées sur le genre, interprété par la troupe d'Anaya du Centre d'écoute communautaire de Niamakuru. Le mini-ensemble instrumental de la Cité des Enfants était aussi de la fête, comme pour dire que chaque voix compte dans le combat contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Le ministre de la Santé et du Développement social a reçu hier des mains de la directrice du Centre national d'information, d'éducation et de communication pour la santé le document contenant la stratégie nationale multisectorielle de la promotion de la santé et du bien-être. Son élaboration est à la fois une réponse aux interpellations des États généraux de la santé et l'accélération de l'atteinte d'un des objectifs de développement durable. Le document guidera désormais toutes les actions entreprises pour promouvoir et garantir une bonne santé à la population durant les 10 prochaines années. Le compte-rendu de Awadama Koulibaly et Sidiki Balo. Prévenir la maladie et offrir des soins adéquats à la population constitue un progrès certain. Mais permettre aux citoyens d'exercer un contrôle accru sur leur propre santé et de l'améliorer durablement représente l'idéal. C'est dans cette perspective que le Mali inscrit désormais son action en matière de promotion de la santé. On va se mettre ensemble, faire comprendre aux populations c'est quoi la santé, ce dont ils ont besoin pour éviter les principales maladies. Parce qu'il y a beaucoup de maladies qui sont évitables. Par exemple, se laver la main, manger correctement. Il y a beaucoup de choses, donc c'est une partie de la santé qui avait été un peu négligée. Et maintenant, là, on est en train de rectifier le tir. En juillet 2023, l'Organisation mondiale de la santé a encouragé les États membres à adopter une stratégie capable de réduire les inégalités liées aux déterminants sociaux, économiques et environnementaux, facteurs qui influencent directement la qualité de vie des populations. La stratégie traduit cette approche globale et inclusive en mobilisant tous les secteurs, santé, éducation, agriculture, environnement, société civile pour agir ensemble. La mise en œuvre de cette stratégie sera pilotée par le Comité interministériel pour la promotion de la santé et de l'action sociale. Le CNIEX en assurera quant à lui la planification, la coordination, l'exécution et le suivi-évaluation. Le tout sous la supervision du ministère de la Santé. Mpox ou variole du singe est une infection virale qui se manifeste par des boutons sur l'ensemble du corps. Le Mali a enregistré un cas, mais pas de panique, la situation est sous contrôle. L'état du patient s'améliore, il est sous traitement au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU du Point G. C'est l'assurance donnée par le premier responsable du dit service. Mais comment cette infection se transmet-elle? Quels sont ses signes et quel type de traitement faut-il pour guérir le patient? Élément de réponse dans ce reportage de Koumba Sissi et Aruna Diara. Hospitalisé depuis quelques jours au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU du Point G, l'état de santé de M. X, atteint du Mpox ou variole du singe, s'améliore. Les boutons qui couvrent son corps sont visiblement asséchés. Le malade se porte bien. Il est arrivé ici depuis vendredi. L'évolution est favorable. Le Mali n'est pas en danger. Il y a certes eu un cas, mais la situation est sous contrôle et les autorités sont en train de tout faire pour circonscrire la maladie. Mpox est une infection virale qui se transmet de l'animal à l'homme et de l'homme infecté à l'homme. Le contact direct prolongé avec une personne malade, notamment les sécrétions du malade, que ce soit les liquides d'échantiment des plaies, les morves, la salive projetée lors de la toux ou des éternuements, permettent la transmission du virus d'un homme à un autre. Alors, deuxièmement, la transmission peut se faire par contact indirect, c'est-à-dire
contact avec les effets personnels du malade, ses habits, les serviettes, les draps, etc., etc. Et troisièmement, une maman qui est infectée par ce virus peut le transmettre à son enfant pendant la grossesse. Dès que la contamination est faite, au bout de 3 jours à 3 semaines, les premiers signes de l'infection apparaissent. Ça commence par une fièvre, des maux de tête, douleur au niveau du dos, douleur au niveau des muscles. Ensuite va apparaître des taches sur la peau, commençant d'abord par le visage et se répandre sur l'ensemble du corps. Ces taches se transforment en boutons. Ces boutons contiennent de l'eau. Ces boutons vont commencer à se vider leur eau, devenir noirâtres, qu'on appelle des croûtes. Et ces croûtes tombent petit à petit et le malade recouvre sa santé dans 2 à 4 semaines. Des rares fois, la maladie peut se compliquer, notamment par la surinfection bactérienne. Selon les données, entre 0,4 et 6%, le malade peut décéder. Alors s'il ne décède pas, il peut garder des séquelles telles que des taches indélébiles sur la peau, des problèmes de vision au niveau des yeux, etc., etc. Pour éviter cette maladie infectieuse, professeur Sonkalo Daou nous prodigue quelques conseils. Éviter de manipuler les animaux sauvages, morts ou vivants, avec les menus. Éviter le contact avec un malade ou un cas suspect sans le détester. Éviter le contact avec les effets personnels du malade ou des cas suspects. Lorsque vous suspectez, vous avez des lésions qui ressemblent à la variole des singes, vous devez rapidement porter le masque et vous isoler de votre famille et de vos collègues de travail jusqu'à un avis médical contraire. Les personnes à risque pour avoir le Mpox sont les femmes enceintes, les enfants, les homosexuels, les personnes qui ont un système immunitaire faible. Professeur Sonkalo Daou invite la population à être vigilante et à déclarer tout cas suspect dans les centres de santé les plus proches pour éviter la propagation du Mpox, une maladie virale qui peut laisser des séquelles à vie. Les travaux du 3e Forum international des secrétaires et assistants FISA ont débuté hier dans la capitale malienne. Organisé par la Fédération africaine des professionnels en secrétariat et assistants de direction, l'édition 2025 est placée sous le thème « Impact des réseaux et de l'intelligence artificielle sur les activités du secrétariat ». Reportage Sokona Kamisuku. Ils sont venus de plus d'une dizaine de pays d'Afrique pour prendre part à cette 3e édition du Forum international des secrétaires et assistants, FISA. La rencontre de Bamako découle d'un constat. Les secrétaires assistants et attachés de direction sont confrontés aujourd'hui à des défis liés à l'évolution des méthodes de travail, dont la numérisation et l'autonomisation de certaines tâches. C'est pour faire face à ces défis que se tient cette rencontre sous le thème « Impact des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle sur les activités du secrétariat ». Pour la 3e fois, on se retrouve à Bamako avec le même engouement. Il est donc important pour valoriser la fonction de secrétaire que l'on se donne la main pour parfaire les comportements, corriger les imperfections, évoluer avec la vitesse de la technologie afin de rendre plus performants nos différentes administrations. Plusieurs thématiques seront au menu, allant de l'impact des technologies sur le rôle des assistants de direction, à l'intelligence artificielle et autonomisation, et en passant par la cybercriminalité et protection des données. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et les outils numériques ne sont plus une option. Ils constituent le cœur même de notre efficacité, de notre employabilité et de la valeur ajoutée que nous apportons à nos organisations. Former, partager et appliquer au quotidien constitue le meilleur moyen de transformer durablement nos pratiques. Au cours de ce forum, nous aurons la joie de vivre un moment très attendu. Le concours Coffret d'Or qui distingue le meilleur secrétaire ou assistant d'Afrique. La rencontre offre aux participants de nouvelles opportunités en matière de l'exécution de leur mission de tous les jours.
Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la dite fédération. C'est pourquoi le département du travail accorde un intérêt particulier à cette session. L'adaptation des professionnels de secrétariat de direction ou d'assistance administratif à ces nouvelles technologies constitue une condition d'amélioration de l'efficacité et de l'efficience dans la gestion des documents au sein de nos entreprises et administrations. Toutefois, l'utilisation excessive des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle pose de nombreux défis. Dépendance aux outils numériques, perte de certaines compétences humaines, limitation de la gestion des situations complexes et la perte du contact humain. Face à ces nombreux défis, il demeure plus que jamais nécessaire de privilégier les échanges d'expériences afin d'améliorer le traitement et la gestion des documents administratifs. Par ma voix, le gouvernement s'engage à apporter son soutien indéfectible à tous les efforts de promotion de ces soldats de l'administration. La rencontre de Bamako constitue un coup de pouce aux secrétaires assistants et attachés de direction dans la recherche de solutions face aux défis de l'heure liés à l'évolution des nouvelles technologies. Ce matin, à la maison du Hadj s'est tenu le lancement officiel de la deuxième phase des inscriptions des pèlerins sur la plateforme digitale. Cette nouvelle option permettra de résoudre les difficultés liées à l'attribution des passeports et au suivi des quotas. Le point avec Fantama Manientao. Ce mardi 25 novembre 2025 marque le point de départ d'un nouveau processus à la fois spirituel, logistique et citoyen. Il s'agit de la mise en place d'une plateforme digitale pour la gestion des quotas des pèlerins du Hajj 2026. Un outil innovant qui permettra de résoudre durablement les difficultés liées à l'attribution et au suivi des quotas en apportant plus de transparence, d'équité et de fluidité dans le processus du Hajj. La digitalisation, quand même, c'est tout à fait un aubaine pour les agences de voyage parce qu'on était confronté à beaucoup de problèmes avec le partage de quotas direct. Donc avec la digitalisation et la plateforme, vraiment, on n'a pas lié ce problème-là. Et les agences qui sont bien aguerries n'ont pas de problème pour avoir le quota souhaité. Cette amélioration va contribuer largement au confort et à la sécurité des pèlerins. Ce progrès a été possible avec l'implication active de nos autorités. Toutes les agences de voyage peuvent inscrire leurs pèlerins sur la plateforme digitale. C'est transparent, c'est lisible, c'est visible aussi pour tout le monde. Donc c'est les moyens de donner l'occasion à l'ensemble des acteurs de Hajj d'inscrire leurs pèlerins sans problème. Donc les quotas aujourd'hui, c'est sur la base des pèlerins réels sur la plateforme. Ça nous permet quand même vraiment d'avancer et de répartir des quotas entre les agences de voyage et sans problème. Et puis avoir aussi les statistiques réelles en temps réel. Et aujourd'hui, on a constaté que vraiment les agences ils sont là, ils sont en train d'inscrire leurs pèlerins. Pour le Hajj 2026, le Royaume d'Arabie Saoudite a réservé un quota de plus de 13 000 pèlerins pour le Mali. Mais il est cependant important de rappeler que ce quota n'est pas garanti et ne sera confirmé que si notre pays est capable de le mobiliser dans le délai requis. Les cadres de la Direction nationale des affaires religieuses et du culte s'attellent à l'élaboration des documents de planification stratégique opérationnelle. C'est à l'occasion d'une session de formation de 6 jours. L'ouverture des travaux était présidée par le ministre de tutelle, Noudi Batraouri. Depuis sa création en 2017, la DNARC, Direction nationale des affaires religieuses et du culte, s'est attelée à éteindre les tensions religieuses et à lutter contre l'intolérance en islam. Les cadres de cette direction ont maintenant besoin de documents leur permettant de jouer pleinement leur rôle de promotion d'une culture de tolérance, de respect mutuel et de dialogue interreligieux. C'est en vue de préparer l'élaboration de la politique nationale qui passe par des étapes que nous avons initié cette formation en planification stratégique qui sera suivie également du GAR, la gestion axée sur les résultats. Donc c'est tout un processus qui est là, qu'il faut franchir pour arriver à l'objectif visé qui est un jour l'élaboration de la politique nationale des affaires religieuses du culte par les agents de la direction nationale qui sont chargés de le faire. En prélude de la politique nationale des affaires religieuses du culte,
il faut des formations, il faut des outils de formation. L'outil de formation, c'est l'homme, c'est la ressource humaine. La ressource humaine est déterminée par la formation adéquate et pour bien donner des gages pour les ressources financières. La rencontre de 6 jours est suivie par les cadres de la DENARC et ceux venus des différentes directions régionales. Depuis quelques jours, nous constatons une nette amélioration dans l'approvisionnement de la capitale en hydrocarbures. La quasi-totalité des stations-service sont approvisionnées, ce qui réduit les longues files d'attente. Une amélioration progressive qui rassure les usagers et témoigne des efforts de ravitaillement en cours. L'une de nos équipes de reportage dirigée par Maïmouna Guindo a sillonné quelques stations de la capitale. Suivons. Une image devenue rare ces derniers jours. Ce plan en dit long. Moins d'affluence devant les stations-service. Une scène qu'on n'avait plus l'habitude de voir depuis des semaines. Aujourd'hui, sur plusieurs axes, les files disparaissent petit à petit. Signe d'un début de retour au calme. Témoignage des citoyens venus se ravitailler dans cette station au quartier du Fleuve sur l'avenue Modibo Keïta. Aujourd'hui, il n'y a pas de chefs de famille qui se sont entassés les uns sur les autres à se bagarrer ou à se faire. Vraiment, de ne pas voir ça aujourd'hui et puis de venir tranquillement dans la sécurité, dans la paix, faire ton plein et aller travailler. Vraiment, moi je suis ému. Je suis vraiment dépassé aujourd'hui. Quand je suis venu, je vois qu'il n'y a pas assez de fils. Là, quand même, j'étais étonné. C'est pourquoi je me suis arrêté pour prendre la mienne tranquillement. Je n'ai pas fait de longues files. Je suis arrivé à 8 heures et ma moto a été servie à 9 heures. La situation commence à s'améliorer et j'espère que très bientôt, cette histoire de rang fera partie du passé. On est en train de faire des efforts pour que les clients puissent être satisfaits, surtout au niveau de l'organisation. Vous voyez, il n'y a même plus de fils. On est en train de faire tout pour qu'il y aura des satisfactions au niveau de la clientèle. Dans cette autre station, sise à Amdalaï en face de Limassy, même constat. Les usagers arrivent par intermittence. Les opérations de vente se déroulent normalement sans attroupement ni perturbation. Un signe que les annonces du gouvernement se concrétisent. Arrivé ce matin, c'était au fil, le fil, c'était pas aussi loin. Étant 5 à 2 minutes comme ça, je prends mon essence et puis je pars. J'ai pu obtenir mon carburant très facilement et je remercie les autorités pour cela. Il n'y avait pas de fil, ce qui m'a même surpris. Je remercie l'autorité, les initiatives qu'ils ont prises maintenant. Avant, il y avait trop de quilles, mais maintenant, là, nickel, formidable, impeccable. Notre périple nous a conduits dans une 3e station-service qui a été ravitaillée très tôt ce matin. Chacun s'approvisionne sans difficulté. Nous sommes loin des premières semaines de la crise de carburant. Tout juste à peine 11 minutes, je viens d'être servi par Somayaf, donc je crois que ça commence à aller, Inch'Allah. Malgré quelques tentatives de dramatisation autour de la crise, la réalité observée sur le terrain reste différente. Les gens qui sont au l'extérieur des pays là, ils ne connaissent aucune réalité de ces pays là. Ils se disaient que les Maliens sur le blocus là, de quel Bamako ils partent, de quel Mali ils partent. Nous sommes tranquilles ici, tout le monde a eu l'essence. Moi-même je viens, j'ai même pas 10 minutes, je fais mon plein et puis je m'en vais comme ça. Il faut que les journalistes occidentaux là, ils viennent sur le terrain pour constater, de dire, avant de dire des fausses informations. Le constat est clair. Les fils se résorbent et la situation semble progressivement revenir à la normale. Les autorités précisent que les opérations de ravitaillement se poursuivent afin d'assurer une disponibilité continue du carburant sur l'ensemble du territoire. Comme vous le savez, le Mali est victime d'une cabale médiatique orchestrée par des médias occidentaux en vue de le dénigrer et entacher sa réputation de grande nation au monde. Heureusement, ce complot est mis à nu. Les Maliens soutiennent leurs autorités tout en affirmant leur patriotisme car ils n'ont que ce pays. À Tombouctou, la population reste confiante aux autorités. Reportage Najim Babasisi et Alou Koulibaly.
Depuis quelque temps, notre pays, le Mali, est pris à partie par des médias internationaux dans le seul dessein de le discréditer à travers des informations infondées et irrationnelles. Mais c'est sans compter sur la résilience et la capacité d'analyse des Maliens qui ont vécu et survécu à plusieurs cas de manipulation de ces genres. Comme eux le pensent, le Mali n'est pas comme ça. Moi, je vis à Tombouctou et je vis dans la plus grande tranquillité et dans la plus grande sécurité. Et je ne me soucie de rien. Nous mangeons bien, nous buvons bien, nous vaquons à nos activités quotidiennes, nous dormons bien car on est bien sécurisé par nos femmes. Et tout ce qu'on dit sur les médias est faux et archi-faux. Les visiteurs aujourd'hui, je pense qu'ils ont compris que ces médias-là n'ont pas la bonne information. Ils publient des informations qui ne sont pas du tout au réel. Si le Mali est menacé ou que Bamako est menacé, je pense que le Bamakois ou le Malien est prêt à le dire par rapport à eux qui ne sont même pas en Afrique. Et que c'est des médias qui sont là tout simplement pour mener le pays au bord du gouffre. Baba Moulay est président du Forum des organisations de la société civile de Tombouctou. Il a la mémoire fraîche quant au début des hostilités médiatiques lancées contre le Mali. Souvenez-vous que tout début, quand les Maliens ne savaient pas que l'expansion djihadiste allait atteindre cette envergure, et avec l'enlèvement des Français, je ne sais pas si Pierre Kamat, quelque chose comme ça, vers Manaka, le ministre Sarkozy de l'Intérieur en ce moment avait dit qu'il avait mis le Mali sur la ligne rouge en interdisant aux Français de venir au nord du Mali. C'est là qu'a commencé la cabale médiatique contre le Mali. Et voyez-vous, nous vivons les conséquences jusqu'à présent parce que nous sommes en train de nous battre pour le retour du tourisme. Le problème avec les touristes avait commencé ici. Depuis cette cabale, les Français, les touristes avaient cessé de fréquenter le nord. À force d'encaisser, les Maliens ont aujourd'hui tiré les vrais enseignements de ceux dont ils ont longtemps été victimes dans chacune des crises traversées par le pays. Je suis sûr qu'aujourd'hui, 100% de ces gens qui avaient quitté ce moment, en avril 2012, 100% de ceux qui ont quitté, aujourd'hui, s'il y a cette cabale comme ça, ne quitteront jamais parce qu'ils ont regretté pourquoi ils ont quitté. Au vu de tout ce qu'ils ont vu en cours de route et vu de façon qu'ils ont découvert même que c'était des mensonges. Donc personne ne quittera encore. Cette cabale-là n'aboutira pas parce que les Maliens ont compris. Nous soutenons nos autorités et nous savons qu'ils sont en train de mouiller le maillot pour faire face à toutes les difficultés qui pour moi ne sont que des difficultés passagères. Et ces problèmes-là, il y en a partout dans le monde. Partout il y a des difficultés. Mais avec la bonne volonté, je crois que nous y parviendrons. Les Maliens doivent resserrer les coudes, doivent serrer la ceinture. Ils doivent se dire que où que nous partions, on n'a qu'un seul Mali. Donc nous devons tout faire pour empêcher à ce que ces gens ne reviennent pas sous une autre forme. Ne pas les écouter, que les Maliens mettent en avant leur patriotisme, l'amour pour le pays. Et vraiment, je pense que j'ai bon espoir que cette période-là, nous allons la franchir aisément parce qu'on n'est plus seul, comme en 2012. Aujourd'hui, nous sommes 3 pays, nous sommes un espace, un peuple et un destin. Je pense que nous allons franchir ce cap. La résilience et le patriotisme des Maliens sont en marche et rien ne les arrêtera. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a présidé ce matin l'ouverture des travaux de la 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet de restauration des terres dégradées. De façon générale, les résultats générés répondent aux aspirations des membres du comité de pilotage, Youssouf Diakité et Gaoussouaj Touri. Cette 3e session ordinaire du comité de pilotage du projet de restauration des terres dégradées fait essentiellement le point des activités réalisées en 2025. L'un des objectifs principaux du projet, c'est d'améliorer la vie des populations avec des opportunités d'emploi et le renforcement de leurs capacités dans les domaines liés à la gestion des ressources naturelles surtout. Le bilan est positivement apprécié par les administrateurs du projet. Après 19 mois d'exercice, c'est essentiellement le renforcement des capacités des acteurs qui a touché plus de 700 personnes sur des thématiques diverses en lien avec le projet. C'est la mise en place d'un master
dénommé Master en ingénierie du développement durable et management de l'environnement, dont la rentrée sera effective à partir de janvier 2026. Ça effectue essentiellement aussi la mise en place d'un système MRV national intégré à la CDN avec une fenêtre d'opportunité sur le marché carbone. C'est aussi effectivement l'élaboration des 44 plans d'aménagement et de gestion des forêts. Le PRTD, financé par la Banque mondiale, le ministre de l'Environnement rassure que la démarche empruntée par le PRTD cadre avec les missions du département. Le PRTD Mali enregistre des résultats significatifs malgré un contexte difficile. Je tiens à saluer ici l'engagement des équipes de mise en œuvre, des services techniques et des partenaires locaux. Parmi les progrès notables, on peut citer entre autres le renforcement massif des capacités avec plus de 700 personnes formées, dont 104 femmes dans le domaine de l'environnement, du changement climatique et de la sécurité alimentaire. Les présents travaux qui regroupent les gouverneurs de région, les experts et les représentants des départements ministériels valident la programmation pour 2026. En 5e région, dans le cadre des activités de la campagne agricole 2025-2026, une deuxième mission composée de la direction régionale de l'agriculture et du génie rural vient de sillonner les périmètres irrigués de Bargodaga, le centre de recherche agronomique dans la commune de Mopti, le périmètre maraîcher du village de Perimpin, commune de Sio et Barbé-Orgnon. Objectif, sensibiliser les producteurs pour la bonne gestion des productions de post-récolte. Reportage Aminata Touré. Cette deuxième mission régionale de supervision de la campagne agricole, composée des directions régionales de l'agriculture et du génie rural, a pour objectif d'apporter le message de sensibilisation des plus hautes autorités pour la bonne gestion des productions de post-récolte. Nous avons fait une campagne bonne à moyenne. La production attendue est de 794 000 tonnes. Nous avons un excédent apparent de 267 000 tonnes. Sensibiliser la population pour qu'il y ait la multiplication des banques de céréales afin de minimiser le manque de vivres. Les étapes de la mission ont concerné les périmètres irrigués de Bogoldaga et le centre de recherche agronomique dans la commune de Mopti. Autre temps fort, la visite des périmètres maraîchers de Perimpin et Barbé-Orgnon dans la commune de Sio. Partout, les difficultés ont pour nom le manque d'équipements et d'intrants agricoles. Les difficultés que nous pouvons surmonter, nous allons le faire ici. Et les autres difficultés que nous ne pourrons pas surmonter, nous allons remonter cela au niveau national pour que les aménagements demandés soient réalisés d'ici la campagne prochaine. Une occasion pour les représentants du maire de la commune urbaine de Mopti de prodiguer des conseils aux producteurs pour soutenir les plus hautes autorités afin de lutter contre l'insécurité alimentaire et surtout l'utilisation des engrais organiques dans nos cultures. Les femmes et les jeunes de Kita et Djoila outillés. À Kita, le projet PRAPS a mis à la disposition de plus d'une centaine de femmes et une trentaine de jeunes des fonds pour mener à bien leur activité génératrice de revenus. Une subvention qui s'élève à 37 500 000 francs CFA. À Djoila, c'est le projet de résilience urbaine de Bamako qui a remis un important lot de matériel d'assainissement à 4 communes de la région afin d'aider les collectivités dans la gestion des déchets solides et liquides considérés comme l'une des causes des inondations. Voyons tout cela avec nos reporters Mahamadi Alioubari et Mustafa Doumbia. C'est un important lot de matériel d'assainissement remis à des collectivités de la région de Djoila dans le cadre du PRIBA, projet de résilience urbaine de Bamako, une initiative du gouvernement qui bénéficie de l'accompagnement financier de la Banque mondiale. Suite aux inondations de l'année 2024, le gouvernement du Mali a déclaré l'état de catastrophe nationale et a sollicité l'appui des partenaires pour la gestion de la crise. Cette déclaration a permis de mobiliser des ressources pour soutenir les sinistrés, restaurer les infrastructures et mettre en œuvre des mesures de long terme pour renforcer la résilience du pays face à de futures catastrophes.
Le lot est composé de 8 tricycles, des poubelles, des brouettes, des râteaux et des pelles, entre autres. Les communes bénéficiaires sont au nombre de 4 qui sont Kaladougou, Guénieka, Ngolobougou et Massigi. Le développement passe impérativement par la santé et la santé est intimement liée à l'assainissement. Voici le départ pour nous, un grand pas de départ pour le développement de nos collectivités. Je voudrais donc inviter les responsables des communes bénéficiaires à s'en approprier et à en faire bon usage. Je voudrais également en profiter pour vivement, au nom du gouverneur de la région, remercier les plus hautes autorités du pays et leurs partenaires. Les lots comportent également 2 motos tout-terrain pour la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Cette activité marque la remise officielle des fonds des activités génératrices de revenus AGR aux 150 bénéficiaires de la région de Kita. Elles permettent ainsi d'améliorer l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes en milieu rural. Il est bénéfique d'utiliser les fonds reçus à bon escient. Ensuite, sur l'ensemble, le gouvernement a pensé à 120 femmes, ce qui veut dire que la femme est une chaîne vitale. Ces 150 dont 30 hommes bénéficieront chacun de 250 000 francs CFA pour leurs activités qui sont entre autres embouche bovine, aviculture, transformation, aquaculture et l'élevage des petits ruminants. Une belle initiative saluée par les autorités régionales. Nous avons assisté à la cérémonie de remise des fonds aux bénéficiaires et nous avons donné des conseils, notamment sur la destination de ces fonds. Nulle part il n'est question d'éponger ces dettes avec ces montants, encore moins de trouver une autre utilisation que dans le domaine de l'élevage. Ça, c'est les conseils que nous avons prodigués aux bénéficiaires. Ainsi, à l'issue de la réunion du comité régional de sélection, 400 dossiers enregistrés ont été examinés, sur lesquels 150 dossiers ont été approuvés et répartis comme suit. 30 bénéficiaires de la tranche d'âge de 18 à 24 ans. 84 bénéficiaires de la tranche d'âge de 25 à 40 ans. 36 bénéficiaires de plus de 40 ans, avec 80% de femmes, soit 120 projets sur 150. Cette action permettra de renforcer significativement la prise en compte du genre et la résilience des couches en risque de vulnérabilité. C'est donc pour moi le lieu de féliciter les heureux bénéficiaires pour le choix porté sur eux, un choix qui est fonction de leur courage, de leur détermination. Les fonds des activités génératrices de revenus reçus par ces bénéficiaires de la région de Kita est une initiative du PROPS-2 financée par le gouvernement du Mali et la Banque mondiale. Un autre point culminant a été la signature des accords de financement des micro-projets des activités génératrices de revenus AGR. À retrouver donc dans vos librairies le livre intitulé Subventions d'engrais et bien-être des riziculteurs au Mali. C'est un livre de Dr Barazi Tagalifi Maïga. Dans cet ouvrage, l'auteur propose une analyse complète du dispositif de subvention des engrais et de ses effets sur le bien-être des riziculteurs. Il met aussi en lumière les interactions entre politique agricole, sécurité alimentaire et amélioration des conditions de vie rurale. Au-delà de sa valeur scientifique, cette œuvre se veut un outil d'aide à la décision pour les chercheurs, décideurs publics et partenaires techniques œuvrant dans le domaine du développement agricole. Le président du Faso, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé hier une audience à une délégation de la Cour des comptes conduite par le premier président de l'institution, Latin Poda. La délégation a remis le rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes au président du Conseil supérieur de la magistrature burkinabé, document qui fait ressortir des irrégularités dans la gestion des finances publiques. Reportage Bienvenue Taonsa. Il présente des détails sur les structures, les types de fautes de gestion et la catégorie des agents présumés auteurs de ces fautes. Le rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes est remis au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ici, la Cour des comptes pointe du doigt des entités physiques et morales pour des irrégularités constatées dans la gestion des finances publiques.
Un regard orienté sur les opérations de l'État, des collectivités territoriales, des sociétés d'État et des organismes de sécurité sociale, mais également à nu des pratiques contraires aux règles. Nous avons fait le point du rapport sur l'exécution de la loi de finances RG6 2023. Nous avons fait le point de l'audit des certifications issues des activités extractives dans le cadre du rapport UTIE. Et nous avons fait la synthèse de l'audit que nous avons réalisé sur les contrats de partenariat public-privé de 2015 à 2022. Nous avons la voie de contournement avec Ebomaf. Nous avons 4 centrales photovoltaïques. Nous avons Nangourango, Kodeni, PA, et puis le dernier, c'est Zano. Le rapport public annuel 2024 de la Cour des comptes se penche également sur la gestion des centres de santé et de promotion sociale CSPS. Et l'audit concerne le système de santé et l'hygiène sur la période de 2018 à 2022. La Cour des comptes fait par ailleurs le point d'un audit coopératif sur les taxes et revenus issus de l'industrie extractive et pas que. Nous avons présenté un rapport que nous avons réalisé sur 14 sociétés d'État après l'analyse de leurs états financiers et l'audit de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le président du FASO s'est réjoui du travail accompli par la Cour des comptes. Le chef de l'État l'invite alors à un suivi rigoureux de la mise en œuvre des recommandations émises. Après 2 semaines de tournée en profondeur du pays du président de la République du Niger, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani, la rédaction de la télévision nigérienne revient sur certains aspects de cette tournée historique pour ressortir les leçons à y tirer. Commentaire Ousmane El Ibrahim et Moussa Maman Magaji. 2 principales leçons à tirer de cette tournée en profondeur du pays du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tchani. Au-delà de l'accueil populaire triomphal qu'il a reçu à chaque étape de cette tournée historique, le chef de l'État est allé plus près du peuple pour livrer de vive voix un message fort dont l'objectif est de maintenir cette flamme patriotique née des événements du 26 juillet 2023 ayant consacré l'accession au pouvoir du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Un message de détermination à maintenir le cap dans cette voie de la conquête de notre souveraineté. C'est pourquoi d'ailleurs, à chaque étape, le président de la République fait un rappel historique des hauts faits de nos prédécesseurs face à l'adversité de tout genre et appelle la population à s'inspirer de leur passé glorieux pour valoriser nos multiples potentiels afin de prendre notre destin en main. Face aux forces de défense et de sécurité, deuxième cible de ce message, les éléments de langage de chef suprême des armées ont pris une autre tonalité. L'humour qu'on lui connaît a fait place à un ton grave et martial. Nous sommes en guerre contre l'ennemi sponsorisé par la France, martèle-t-il à chaque rapport, afin que ces derniers saisissent la gravité de la situation. Notre survie et notre dignité en tant que peuple sont gravement menacées depuis plus de 10 ans et cette guerre injuste est devenue plus intense depuis le 26 juillet 2023 quand le Niger a décidé de stopper net l'exploitation de nos ressources par la France et de chasser les forces occidentales de notre territoire. Le chef de l'État a exhorté les FDS à une vigilance permanente car, je le cite, « Vous êtes et demeurez, Inch'Allah, le pilier sur lequel reposera fièrement, dignement et souverainement la nation nigérienne. » À Tilaberi, Dosso, Tawa, Agadez, Zender, Maradi et Difa, le chef de l'État s'est longuement appesanti sur l'intention malveillante de l'Hexagone avec à l'appui des repères chronologiques des actes de sabotage posés par la France contre notre pays. Dans cette lutte, il faut le mentionner, l'État ne faillira pas, a déclaré le chef de l'État. Il apportera tout son soutien moral et matériel malgré les difficultés économiques du moment. Nous avons été pendant longtemps endormis avec toutes sortes de perfidies, exploités pendant des décennies et appauvris. Maintenant, nous disons ça suffit. Trop, c'est trop.
La Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025, c'est dans moins d'un mois. Les différentes troupes s'y préparent activement avec le soutien des autorités régionales. C'est dans ce cadre que le gouverneur de région de Koutiala, le général de division Abdoulaye Cissé, a remis de matériel de musique à la direction régionale de la culture de Koutiala, effectué grâce à une franche collaboration entre l'administration et des personnes de bonne volonté. Ces dons devra permettre de préparer la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025 et former un orchestre régional. Reportage Brima Kone et Amadou Dolo. Cette remise d'instruments de musique marque le début des répétitions de l'équipe régionale de Koutiala pour la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Elle est le fruit d'une franche collaboration entre l'État et des citoyens engagés pour la patrie. L'événement de ce matin est une illustration concrète et un couronnement d'un partenariat entre d'une part la commission régionale d'organisation de la Biennale et d'autre part tous les partenaires de la région qui ont contribué pour que réussisse cette Biennale 2025 de Koutiala à Tombouctou. De prime abord, j'exprime toute ma gratitude à tous ceux ou celles qui ont contribué pour l'achat de cet important lot de matériel important pour l'équipe régionale de Koutiala afin de mieux préparer la Biennale 2025. Ces matériels sont composés, entre autres, de 2 baffles colonnes, un baffle au retour, 2 caissons basses, un mixeur, un amplificateur basse, un amplificateur médium, un stabilisateur, un piano, 6 microphones, 2 stélites, un groupe électrogène. Ces matériels doivent permettre de préparer la biennale, former un orchestre régional. Aussi marque-t-il une avancée significative dans l'accélération de la formation et l'insertion professionnelle des acteurs des arts et de la culture. Au terme de l'article 87 de la loi organique du 23 septembre 2016 qui définit l'organisation, le fonctionnement et la procédure devant la Cour suprême, la section judiciaire se compose de plusieurs chambres, civiles, criminelles, commerciales et sociales. Cette architecture institutionnelle encadre l'existence et les compétences de la première chambre civile, un organe essentiel dans le traitement des litiges civils au plus haut niveau de juridiction. C'est à la découverte de cette chambre, de son rôle et de sa portée juridique que nous amène aujourd'hui votre chronique judiciaire avec Garibou Pérou et Tchadja Kamara. Dès que l'on pousse les portes de la première chambre civile de la Cour suprême, on découvre les affaires les plus intimes et les plus ancrées dans les traditions. C'est ici que s'examinent jour après jour les litiges matrimoniaux et coutumiers qui façonnent une part essentielle du droit civil. Au terme de l'article 87 de la loi organique, c'est-à-dire la loi numéro 2016-46 du 23 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement de la Cour, ainsi que la procédure civile devant lui, la section judiciaire est organisée en chambres civiles au pluriel, criminelles, commerciales et sociales. Donc c'est dans ce cadre qu'il faut situer l'existence et le fondement juridique de la première chambre civile, la section que nous dirigeons. S'agissant des attributions de la première chambre civile, il s'agit essentiellement des attributions matrimoniales et coutumières. C'est-à-dire tout ce qui est en matière matrimoniale, tout ce qui est relatif au divorce, au jugement d'hérédité, aux successions, aux pensions alimentaires. Et ensuite, la deuxième attribution, il s'agit de tout ce qui concerne les litiges fonciers coutumiers, c'est-à-dire tous les détenteurs de terres qui ne disposent pas de titre. Les contentieux relatifs à ces litiges sont portés devant la première chambre civile. Comme les autres formations de la Cour suprême et conformément à l'article 39, la première chambre civile réunit un président et une dizaine de conseillers. La saisine de la chambre est d'une simplicité presque inattendue au regard des enjeux qu'elle porte. Lorsque les dossiers quittent la Cour d'appel pour venir au niveau de la Cour suprême, la mise en état est faite au niveau du greffe. Dès que la mise en état est terminée, on nous renvoie le dossier. Donc, dès réception du dossier, le président de la Chambre confie le dossier à un conseiller rapporteur. Dès que le conseiller reçoit ce dossier-là, il fait son rapport. Et la loi dit que
il doit faire un rapport sans délai. Bon, mais dans la pratique, le minimum quand même, pour faire un rapport, il faut compter dans les 3 semaines à 1 mois. Après le dépôt du rapport, le dossier est transmis au niveau du parquet général. Le parquet général fait ses conclusions et nous retourne le dossier. Donc c'est après retour du dossier du parquet général qu'on procède à l'audiencement, à l'enrôlement de l'affaire. Et l'affaire est portée à l'audience pour être jugée. Les audiences en principe publiques ne se referment sur elles-mêmes qu'à la demande de la loi lorsque la sensibilité des dossiers impose les huis clos. L'article 174 de la loi organique sur la Cour suprême renvoie aux dispositions du Code de procédure civile. Ce que dit l'article 174, les règles du Code de procédure civile, commerciale et sociale concernant la publicité, la police et la discipline doivent être observées devant la Cour suprême. Donc cet article nous renvoie aux dispositions des articles 441 et suivants du Code de procédure civile, notamment 441 qui dit que les débats sont publics, sauf si la loi en dispose autrement. Le rôle de la Chambre, lui, ne cesse de s'étoffer. La technicité des matières soumises à son examen rend la présence d'un conseil quasiment indispensable. La section judiciaire, si l'on s'en tient à l'article 87 de la loi organique, dit que la section judiciaire de la Cour suprême est le juge suprême de toutes les décisions rendues en matière civile, commerciale, sociale, excepté le contentieux relatif aux actes uniformes de l'OHADA. C'est-à-dire le rôle de la Cour à ce niveau se limite uniquement à un rôle de courroie de transmission. Tout ce qui concerne l'OHADA ne relève pas de la compétence de la section judiciaire de la Cour suprême. Ce que l'on peut conseiller aux justiciables, c'est de ne jamais faire de pourvoi sans prendre un conseil, un avocat. Parce qu'il s'agit d'une matière technique. Il est hautement souhaitable, toutes les fois qu'on fait pourvoi, de se faire assister par un avocat. Pour renforcer la lisibilité de cette décision, la Cour s'appuie sur un comité scientifique chargé de sélectionner les arrêts les plus marquants et, si nécessaire, d'en proposer une lecture approfondie. Le service des études, de la documentation et des recherches assure ensuite la diffusion de cette décision permettant au public d'accéder à une justice expliquée, contextualisée, intelligible. Ainsi, des salles d'audience aux pages rendues publiques, la première chambre civile mène un travail silencieux, exigeant, mais essentiel où le droit se façonne et se transmet avec la précision d'un artisan et la rigueur d'un gardien du temps. Et ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 20h, s'il plaît à Dieu.